Ah non mais franchement, t'as vu l'histoire de Dominique Pellico là, qui a drogué et fait violer sa femme pendant des années? Non mais je te jure, il y a de ces tarés. Moi des mecs comme ça, faudra les castrer direct, je te le dis. Ah bah c'est clair que c'est horrible, hein. Mais ça pose la question de pourquoi ce genre d'acte se perpétue. Non mais n'importe quoi, y a pas besoin de chercher de raison, des tarés, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Alors qu'il y ait des personnes perturbées psychologiquement, ça c'est sûr. Mais ça pose quand même la question de l'influence de la société. D'ailleurs à ce propos, j'ai lu un truc, et c'est un article de Maria Barbara Watson-Frank intitulé « Un monde dans lequel les femmes se déplacent librement sans la crainte des hommes, une perspective anthropologique du viol », issu du numéro 25, volume 6 du Women's Studies International Forum. Mais enfin, moi j'ai lu qu'un extrait. Quoi? Non mais parce que maintenant tu lis même plus des articles en entier, tu lis plus que des extraits. Ah oui, non mais là l'idée c'est de soulever un point intéressant. Oui, et puis si tu veux lire l'article en entier, il t'en coûtera 24,95 $ et il fait seulement cette page. Ah ouais? Eh oui, le savoir coûte cher de nos jours. Mais ça c'est une autre question. Oui bon, et donc Eh bien donc, la propension des hommes à commettre des viols ne viendrait pas de leur nature intrinsèque, mais plutôt de certaines constructions sociales. Non mais arrête un peu là, tout n'est pas la faute du système. Des viols, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, dans toutes les cultures, à toutes les époques. Eh ben, Ellie Well, une anthropologue australienne, partageait ton point de vue, jusqu'à ce qu'elle étudie une communauté de Bornéo dans laquelle le viol n'existe pas. Ouais non mais d'accord, mais ça c'est l'exception qui confirme la règle. Eh bien non. Il existe d'autres cultures sans viol et on donnera des exemples plus tard. Mais toutes ces cultures sont caractérisées par deux facteurs majeurs. En un, l'égalité des sexes et la notion que les sexes sont complémentaires. Et en deux, la contribution des femmes à la continuité sociale. Non mais attends, t'es en train de nous dire qu'il existe des constructions sociales qui font disparaître le viol? Eh bien oui, il y en a plusieurs. Mais l'auteur de l'article, Maria Barbara Watson-Frank, se concentre surtout sur l'étude des sociétés matrilinéaires. Ah ouais? Et pourquoi? Eh bien parce qu'il se trouve que l'on a de nombreuses données sur de nombreuses cultures de ce type. Et de plus, ces cultures se retrouvent aussi bien en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique et en Océanie. Ah ouais? Et pas en Europe? Ah bah je sais pas s'il a déjà existé des cultures matrilinéaires en Europe, mais en tout cas, si c'était le cas, ça fait longtemps qu'elles ont disparu. Ouais, bon, d'accord. Mais je veux quand même bien des preuves qu'il n'existe pas de viol dans ces sociétés maxillaires. Matrilinéaire, dans lequel la transmission des biens, du prestige et des titres se fait par les femmes. Ah ok. Ah, parce que je me disais aussi, ça veut rien dire. Bon, et alors, ça vient ces preuves? Eh bien, les Iroquois, pour commencer. Plusieurs sources affirment que chez eux, le viol y est inconnu. Seaver en 1932, Canfield en 1902, Stone en 1838. Et il y a même une lettre écrite en 1779 par le général Clinton à son lieutenant, dans lequel il cite le guerrier iroquois comme un modèle. Aussi mauvais que soient les sauvages, ils ne violent jamais la chasteté des femmes, leurs prisonnières. Et bien que je n'ai que très peu connaissance qu'aucun soldat n'oublie un tant soit peu son caractère au point de tenter un tel crime contre les femmes indiennes qui pourraient tomber entre leurs mains, il va de soi que je vais prendre toutes les mesures pour empêcher une telle tâche sur notre armée. Et il a bien raison de s'inquiéter, comme le montre justement cette remarque du général Patton, faite à propos des soldats occidentaux presque 200 ans plus tard. Je lui ai alors dit qu'il y aurait sans doute des viols et que je voudrais avoir les détails le plus tôt possible afin que les délinquants puissent être pendus correctement. Mais ça décrédibilise complètement la culture du viol. Tu vois bien que les généraux, ils sont pas d'accord avec ça. Ils proposent même d'appliquer un châtiment exemplaire. Ah, moi j'ai plutôt l'impression que ces deux généraux voient les hommes occidentaux comme des violeurs potentiels. Mais pas les soldats iroquois. Oui, bah peut-être, mais là tu expliques pas le caractère sans viol de la société iroquoise. Non. Mais ça reflète l'acceptation du viol comme un fait acquis en Occident. Oui, non mais d'accord, mais bon, là tu nous parles que des Iroquois. Chez les Ashanti, en Afrique de l'Ouest, le viol est considéré comme incongru. Non mais d'accord, mais ici aussi le viol est considéré comme incongru, je te signale. Oui, mais Rattray, en 1929, ne mentionne qu'un seul cas. Et l'auteur a été condamné à mort. Ouais, bon, c'est vrai qu'on est loin de l'affaire Pellico, là. Oui, ou Joël Le Squarnec, Claude Lévesque, Richard Berry, PPDA, Depardieu, l'abbé Pierre. Oui, bon, bah, ça va, c'est pas un concours non plus. En Océanie, par exemple, il y a plusieurs sociétés dans lesquelles le viol n'existe pas. Nash, en 1987, écrit que ses informateurs sur place avaient du mal à comprendre le concept même du viol. Je vois pas bien comment ça pourrait se passer. La femme écrirait.
Et les gens, ils viendraient l'aider. Non? En 1993, Lepofsky documente la même chose pour Vanatinaï, une société matrilinéaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée. En 1997, Knödel rapporte que le viol est également inconnu chez les Mosuo du sud-ouest de la Chine. Ouais, bon, d'accord, peut-être qu'ils violent pas, mais ils ont forcément d'autres vices, les mecs, quand même. Les crimes et les meurtres, ils sont extrêmement rares. Et ils rejettent le mariage? Oui, bon, d'accord. Au final, tu dis que chez ces gens-là, les mecs, ils violent pas. D'accord, mais tu dis pas pourquoi. Eh bien, si ce phénomène est rare dans ces sociétés, c'est qu'il est généralement considéré comme un acte honteux, qui remet en question la virilité même, la masculinité d'un homme, voire son humanité. Oui, mais ici aussi, c'est honteux, là. Qu'est-ce que tu racontes? Je vois pas bien la différence à la fin. Bien. Laisse-moi te citer quelques exemples tirés de la littérature sur les cultures matrilinéaires et de la propre expérience de Maria Barbara Watson Frank. Ah oui, tiens d'ailleurs, c'est qui cette meuf? Eh ben franchement, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur elle. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle est née en 1938 en Allemagne. Elle est docteure en philosophie, chercheuse à l'Université de Californie, professeure d'études féministes à l'Université de San Diego, et elle a effectué un travail anthropologique de 1967 à 1987 chez les Guajeros d'Amérique du Sud. Donc, pour en revenir aux exemples, chez les Minangkabau, un groupe ethnique à cheval sur la Malaisie et l'Indonésie et qui regroupe à peu près 7 millions d'individus. Sunday, en 1986, rapporte que la masculinité d'un violeur peut être ridiculisée et il risque même d'être agressé, voire tué. Et chez les Guajeros, en Amérique du Sud, une femme a même rapporté à Maria Barbara qu'elle a été violée durant son rituel de puberté lorsqu'elle était dans sa hutte d'isolement. C'est horrible cette histoire. Et puis, ça montre bien que même dans une société sans viol, il y a quand même des dérapages. Tu vois, c'est inhérent à la nature humaine, je te dis. En questionnant un peu plus avant, la femme a expliqué à Maria Barbara comment un jeune homme l'avait observé à travers une fente de sa hutte, ce qui constitue un viol. Ah oui, ok. C'est qu'elles avaient peut-être pas forcément la même définition de viol, les meufs, quoi. En effet, même s'il s'agit quand même d'une grave atteinte à la vie privée. Oui. Mais t'as toujours pas répondu à la question. Pourquoi il y a des sociétés qui violent et puis d'autres pas? Alors attention, parce qu'à ce stade, la théorie dominante, c'est que le viol, c'est un trait masculin typique de toutes les cultures et de toutes les époques. Bah, tu viens de montrer qu'il y a plein de cultures Oui, où... non mais c'est pour dire que la conception de certaines vérités est amenée à évoluer, notamment grâce au travail de Maria Barbara Watson Frank, mais également de nombreux autres auteurs et chercheuses. Ok, d'accord. Mais du coup, c'est quoi la raison, selon elle? Eh bien, la contribution des femmes à la continuité sociale et la notion que les sexes sont complémentaires et l'égalité sexuelle. De quoi? Eh bien, l'égalité entre les sexes... Oui, non, mais pas ça, la continuité sociale, de quoi? Ah, eh bien, dans les sociétés matrilinéaires, la descendance est sûre. Bah, le père peut pas être sûr que c'est lui le père, alors que la mère, elle est sûre. Du coup, quand tu transmets ton prestige, tes biens, tes titres, de mère en fille, bon, ça pose pas de problème. Par contre, quand c'est de père en fils, là t'as plutôt intérêt à asseoir ta domination et ton autorité pour être sûr de pas avoir des bâtards. Ce qui engendre que cette forte autorité paternelle est considérée comme la base du développement d'une masculinité mature. Et le viol est un crime qui reflète cette domination et ce droit de l'homme sur la femme. Non mais d'accord, mais cette domination de la femme par l'homme, elle vient d'où? Oula, longue histoire. Mais si vraiment ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus, je te conseille la lecture du mythe de la virilité de Olivia Gazalet. Elle y retrace la construction du patriarcat, de la domination des hommes sur les femmes et des problèmes que ça a généré chez les deux sexes. Mais pour revenir à notre article, ce que ça met surtout en lumière, selon moi, c'est la façon dont certaines constructions sociales peuvent avoir une influence malsaine sur les rapports qu'entretiennent les gens les uns avec les autres et notre rapport aux autres que soi. Enfin voilà, c'était J'ai lu un truc.